À travers France Digital, on organise la conférence Francis AI qui se tient le 16 novembre prochain sous un format du coup 100% digital. Francis AI, c'est vraiment la réunion entre à la fois le monde de la recherche et puis le monde de l'applicatif business. Et donc on aura une matinée autour de thèmes phares de la recherche avec du coup des scientifiques et des pontes, de gens de la prairie, de plein d'instituts de recherche. Et puis l'après-midi, on va avoir des applications business, cybersécurité, retail, j'en oublie, health, médical, santé et industrie. Et donc à chaque fois, c'est quelles sont les technologies d'IA qu'on peut appliquer dans ces secteurs-là. Au niveau de la recherche, on va parler d'une techno assez récente qui est extrêmement prometteuse, qui s'appelle GPT-3. Qui du coup on va confronter l'avis du monde de la recherche sur GPT-3. Donc ça c'est plutôt dans la conférence du matin sur les sujets de pointe en termes de R&D. GPT-3 c'est des modèles de traitement du langage naturel qui permettent de pouvoir comprendre du langage, produire du langage de façon plus rapide, plus fiable, encore mieux que ce qui a pu exister auparavant avec GPT-2 parce qu'évidemment derrière les datasets sont monstrueux. Il y a eu des avancées assez notables, je trouve, depuis 1 an et demi, 2 ans, même cette dernière année. Donc il y a beaucoup de choses qui progressent, évidemment, l'écosystème et tout se structure autour de l'IA, donc en termes d'hardware, en termes de cloud provider, en termes de data, d'outils qui permettent de traiter ces data. Donc aujourd'hui, je trouve qu'on va dans une tendance qui est plutôt intéressante. Les sociétés, les startups de l'IA ont levé aussi 4 fois plus que les sociétés qui viennent de la tech plus traditionnelle. Donc je pense que les choses vont dans le bon sens. Après, la France et l'Europe doivent prendre le lead mondial sur ces sujets et j'espère qu'on y arrivera. L'inclusion en effet dans l'IA c'est indispensable. Moi ma conviction et d'ailleurs je crois que Villani l'avait également présenté comme ça, ce qui est indispensable aujourd'hui dans l'IA c'est de brasser les populations. Il faut brasser des chercheurs, il faut brasser des data scientists, il faut brasser des ingénieurs, front, back, des marketeurs, des vendeurs et des gens qui travaillent les data. Et tout ça doit venir d'univers divers parce que c'est la seule façon qu'on peut garantir demain une IA sans biais. Et d'ailleurs, il va y avoir des labels à terme qui vont venir pour essayer de garantir que les IA sont non biaisées. Ça part des datasets, ça va jusqu'au modèle derrière qu'on utilise. Et une des façons de résoudre ces problèmes de biais éventuels, je ne dis pas qu'il y en a, mais il peut y en avoir, c'est d'être sûr que les projets à base d'IA sont pensés au démarrage par des équipes diverses. Évidemment des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes et également des gens de tout type d'horizon et de population. D'amener plus de femmes vers l'IA, d'ouvrir aussi la porte plus facilement à ces femmes de l'IA qui parfois ont l'air un peu d'un ovni, qui peuvent peut-être manquer de crédibilité. Donc c'est leur accorder cette crédibilité, avoir peut-être moins d'a priori d'ailleurs sur les femmes et puis tout type de population qu'on n'a pas forcément vu venir. Mais également il faut évidemment que des projets soient portés par des femmes évidemment scientifiques, ingénieurs, chercheuses. Et pour ça il faut que très tôt dans le tunnel, on forme des femmes et on les attire vers ces métiers-là. Et puis, il faut évidemment que des formations qui aillent recruter des gens qui viennent d'univers différents, de façon à pouvoir construire des sociétés d'IA, des fondateurs, des équipes, on va dire, corps dans les boîtes qui ne sont pas que, on va dire, du jeune mâle de 30 ans venant des écoles d'ingénieurs. C'est super, ça fait des projets extraordinaires, mais c'est dommage, peut-être, de ne pas penser l'IA de façon plus inclusive. Les VIA, ce qu'on fait, c'est qu'on transforme des bases de connaissances d'une entreprise. Alors des bases de connaissances, ça peut être des flux de produits, ça peut être une FAQ, ça peut être des protocoles internes, peu importe, documents internes, documents externes. On transforme ces bases de connaissances en un outil qui permet de faire de la conversation. On permet en fait de poser des questions à l'intérieur de ces bases de connaissances, comprendre le sens de la question d'un point de vue sémantique, et ensuite aller extraire directement dans ces bases documentaires la réponse. Donc une application par exemple qu'on fait qui est très peu connue, dans une FAQ, c'est des applications qu'on a l'habitude de connaître, aller chercher la réponse dans une FAQ, mais une application qu'on a créée qui n'existe pas sur le marché, c'est la capacité sur une fiche produit de la rendre intelligente. C'est comme un contrôle-F intelligent. Donc imaginons, je suis sur un site e-commerce, j'ai une fiche produit qui peut être complexe avec des documents, parfois annexés, des notices, des PDF. Ce qu'on est capable de faire, c'est d'aller lire cette fiche et de pouvoir poser n'importe quelle question sur la fiche produit et d'aller extraire à l'intérieur de cette fiche produit la réponse à la question.
cela sans avoir aucun entraînement à faire. C'est-à-dire qu'on nous donne un flux de produit, ça marche 10 minutes après, from scratch, parce que l'entraînement a été préconstruit au démarrage. On n'a pas besoin d'entraîner avec des détections d'entités et d'intentions comme ce qui a pu se faire. On va réceptionner ce texte, le processer et aller extraire directement la réponse pertinente et la générer éventuellement dans une phrase qu'on va du coup générer algorithmiquement. Nos technos, vous allez les trouver soit à l'intérieur d'un live chat, donc vous avez l'habitude de voir des petits pop-up de live chat qui arrivent sur les sites, donc on peut être à l'intérieur d'un live chat, soit le nôtre, soit un live chat de partenaire. Vous pouvez les trouver dans un moteur de recherche, donc dans une barre de recherche, si vous voulez non plus taper des keywords, mais taper du langage naturel, vous pouvez les trouver dans la barre de recherche. Ou vous pouvez également nous trouver sur des fiches produits, dans des pop-up comme dans un add-on qu'on va mettre, un point d'interrogation sur la fiche produit qui ouvre une toute petite fenêtre. Je pose ma question, j'ai ma réponse. Donc en réalité, c'est un applicatif conversationnel qui peut prendre la forme de ce qu'on voit. Et évidemment, classique, vous pouvez aussi nous retrouver dans Messenger, dans WhatsApp, dans tous ces nouveaux canaux de discussion qui font fureur. Essentiellement, on est très formé retail e-commerce, on vient de cette industrie-là. Et donc la plupart de nos clients historiques viennent de là. Donc on travaille avec Cdiscount par exemple, qui nous challenge sur la dynamique e-commerce. On travaille avec des retailers comme Leclerc ou chez Galeries Lafayette ou encore chez des marques en direct. Nous, ce qu'on surveille beaucoup, c'est à quel point on peut matcher, on va dire, le niveau d'un humain. Donc est-ce que nos technos sont capables d'être aussi bons que ce qu'un humain va faire? Aujourd'hui, on place le seuil d'un humain à 95% d'exactitude quand on pose des questions. Nos technos aujourd'hui matchent ce niveau-là ou va même parfois surperformer. Tout va dépendre du contexte et de la langue. Donc ça, c'est un KPI important pour nous. Un autre KPI, ça veut dire quand on est plutôt dans des approches d'accompagnement dans le parcours d'achat, ce qu'on constate, c'est qu'on multiplie par 5 à 7%, par 5 ou par 7 le taux de transformation quand les utilisateurs passent par nos canaux, notamment pour différentes raisons, parce qu'on accompagne dans la recherche, en faisant de la recherche sémantique, mais également on répond aux questions sur les fiches produits. C'est assez intéressant parce que l'e-commerce a fait, suite au premier confinement, la même performance, a fait la même progression en 10 semaines que ce qu'ils avaient fait en 10 ans. C'est quand même incroyable. Donc nous, on est sur le marché de l'e-commerce en général, et pour les retailers qui arrivent à se transformer vers l'e-commerce, c'est un marché qui est clairement en croissance. On constate également que le marché du messaging, les usages, Facebook Messenger, Messenger qui est en train de se refondre avec Instagram, les API se convergent, l'ouverture de WhatsApp, d'Apple Business Chat montre qu'en gros le canal messaging et texting et l'automatisation nécessaire derrière, parce qu'on crée un nouveau canal qui génère énormément de volume, impacte directement nos technologies et devient on va dire un no-brainer, un impondérable. Si on veut pouvoir scaler dans ce monde-là, il faut intégrer des briques d'IA et c'est ce qu'on fait. Et le fait que les nôtres ne nécessitent pas un entraînement n'ont en réalité pas de coûts cachés et permettent du coup de se déployer rapidement. Donc nous, en gros, c'est un marché qui est clairement en croissance. Nous, ce qu'on cherche, c'est un peu à grossir vite, et notre façon de grossir vite, c'est soit de lever des fonds, soit de s'allier avec un enabler, quelqu'un qui a accès au marché directement, et de mettre nos technologies directement accessibles chez un enabler ou plusieurs. Un enabler, ça va être un acteur, par exemple, comme un Zendesk, comme iAdvice, comme des sociétés qui ont déjà pignon sur rue, un gros parc de clients qui n'ont pas forcément ces technos-là, mais qui vont pouvoir déployer nos technos à l'intérieur de leur propre logiciel. Un sujet qui me tient à cœur aujourd'hui va être, évidemment, la place de la femme dans la tech, la place de la femme dans l'IA. Mais en réalité, moi là-dedans, ce qui me touche, c'est comment on va amener ces femmes à devenir elles-mêmes des ingénieurs. Pourquoi, à un moment donné, quand on les prend petites, à 3, 4, 5 ans, jusqu'au moment où on sort d'un parcours d'études secondaires, à quel moment on a perdu les femmes dans les parcours scientifiques? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Et donc ça, c'est tous ces sujets-là sur comment donner le goût aux maths, comment donner le goût aux sciences, comment ne pas élever les petites filles dans un monde où c'est rose et on parle poupée et les garçons font des Lego et c'est bleu. Voilà, comment tout ça, at scale, on peut faire pour changer les mentalités. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce qu'à terme, c'est ces femmes-là demain qui créeront. La route est longue et que la patience est un indispensable. Qu'en réalité, à un moment donné, il faut la résilience et la persévérance feront qu'un jour, peut-être, le destin, on se dira c'était le destin.
Mais en réalité, c'est cette patience, cette attente font partie du parcours. À la fin, je pense que ce qu'il faut, c'est pas le but en soi, mais c'est le parcours, le journey, comme on dit, qui fait la valeur de l'entrepreneur, et qu'il faut l'aimer, cette journée. Il faut avoir envie de la vivre, et qu'évidemment, parfois, on voit des très belles histoires et on a l'impression que ça s'est fait comme ça. Mais très souvent, les belles histoires, derrière, eh ben, il y a des hauts, des bas, et si on n'est pas patient, si on n'a pas cette persévérance fondamentalement, intrinsèquement verrouillée en soi, je pense que c'est difficile. Et donc, il faut en avoir conscience et surtout ne pas se juger ni se flageller parce qu'en réalité, derrière les plus belles histoires, il y a aussi évidemment des moments où ça peut être plus long.